Oui, bonjour à tous. En matière de sécurité routière, effectivement, on assiste à une véritable braderie des droits de la défense. La question, c'est est-ce que la sécurité routière, et notamment pour laquelle on met l'accent sur la répression de la seule vitesse, est conciliable avec le respect des droits de la défense, les droits de l'homme et les libertés publiques. Et effectivement, exerçant au quotidien en matière de droit de l'automobile, on peut répondre qu'a priori non. C'est très difficile de concilier les deux. Pourtant, il faut trouver ce juste équilibre, mais on est très très loin du compte. Alors, je ne vais pas être exhaustif parce que on n'a pas le temps de le faire, mais on a en matière de sécurité routière, en mettant l'accent sur la vitesse, automatisé tout le processus. Déjà, la constatation de l'infraction. Il y a une automatisation par le biais des radars, vitesse et radar feu rouge, avec un déploiement maintenant dans les véhicules, dans les radars embarqués dans les véhicules en mouvement, les radars mobiles. Je ne reviens pas sur le fait que ça dépersonnalise l'infraction. Monsieur Gérard Longuet en a parlé tout à l'heure dans son préambule à ce colloque. On dépersonnalise, on décontextualise l'infraction et donc on met tout le monde sur un pied d'égalité, ce qui en matière judiciaire n'est pas un bienfait, mais au contraire néfaste, puisqu'on veut homogénéiser la sanction, la répression et la constatation de l'infraction, et tout ça, ça casse l'individualisation des peines et du traitement judiciaire du contrevenant et du délinquant. Alors pour se défendre, on va voir qu'on a face à soi une machine assez redoutable et très bien rodée, malheureusement. Parce que le traitement des infractions est à la fois pénal et administratif. D'abord, en matière pénale, il y a deux façons d'aborder la chose pour le ministère public, qui va déterminer les poursuites. Soit la forfaitisation, c'est l'amende forfaitaire, qui devient majorée à l'issue d'un délai de 45 jours, et lorsque l'amende forfaitaire est majorée, la réalité de l'infraction est établie, au sens juridique du terme. Vous êtes coupable. Et donc en fait, lorsqu'il y a verbalisation, ensuite, par le biais de l'amende forfaitaire, l'administration judiciaire vous envoie un courrier qui est une lettre simple, que vous avez forcément reçu, comme toutes les lettres simples. La Poste ne commet jamais d'erreur. Et il y a une présomption de réception des courriers simples, postaux. Et si vous ne les avez pas reçus, vous êtes dans l'incapacité de contester, puisque vous devez, je ne sais pas pourquoi, produire l'original de l'avis de contravention, puis ou de l'avis d'amende forfaitaire majorée qui lui succède, pour pouvoir contester. Ça, c'est un premier problème. J'ajoute, petite observation, je crois que l'administration fiscale, là, qui a pourtant beaucoup de pouvoir, n'a pas ce pouvoir-là de pouvoir présumer de la réception d'un courrier qu'elle a envoyé simplement en lettres simples. Donc se pose, avec le défenseur de droit que nous avons saisi, la question de mettre fin au principe de présomption de réception de simples courriers simples. Ensuite, la contestation, il faut l'adresser à quelqu'un. Et cette autorité, c'est l'officier du ministère public, qui lui est porteur d'une ambiguïté très néfaste. Parce qu'il est à la fois commissaire de police, donc le chef des agents verbalisateurs, et puis une autorité juridictionnelle. Et donc c'est auprès de lui que vous faites la contestation, c'est un personnage absolument clé du système. Et cette ambiguïté fait que le verre est absolument dans le fruit parce qu'il faut encadrer son rôle. Il a simplement pour rôle d'éliminer les contestations non formellement recevables. Il y a des questions de délai, des questions de forme, il faut envoyer l'original, en courrier recommandé. Ceci étant, il a souvent, pas à chaque fois, il faut louer le comportement de nombreux officiers du ministère public, mais trop souvent, la tendance suivante, c'est s'arroger les pouvoirs du juge et de déclarer votre contestation non recevable, non pas formellement, mais dans le fond. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord avec vous. Il a le droit de ne pas être d'accord. Et dans ce cas-là, il doit vous faire convoquer devant le juge. Mais, trop fréquemment, il s'oppose à cela, et donc son comportement entraîne une entrave à l'accès au juge, ce qui est absolument, évidemment, interdit par la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, vous devez, dans ce cas-là, vous recevez des courriers, l'officier du ministère public vous répond « Écoutez, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, je vous invite à payer l'amende. Si vous ne le faites pas, attention, ce sera majoré. » Il vous répond même « Il faut régulariser l'amende, comme si vous étiez en situation irrégulière, d'avoir contesté. » Et ce glissement sémantique est absolument dommageable. Donc, beaucoup de gens, pourtant persuadés de leur bien fondé et de la pertinence de leur argumentation, renoncent à contester et à accéder au juge parce que
l'officier du ministère public les en empêche de façon quasi explicite. Ça pose un gros problème. La solution préconisée, par exemple, serait que l'officier du ministère public, finalement, n'existe plus, et que le commissaire de police reste commissaire de police, et que ce soit le procureur de la République qui exerce le rôle de filtre dans le cadre de contestation à l'issue d'amendes forfaitaires. Ensuite, il y a les procédures judiciaires accélérées. D'ailleurs, moi aussi, je vais accélérer. On a créé, à la fin des années 90, au début des années 2000, pour répondre aux contentieux de masse, un traitement de masse judiciaire, par le biais des ordonnances pénales, composition pénale, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Quel effet nuisible, n'ayons pas peur des mots, cela a? C'est la prééminence du parquet dans toutes ces procédures, qui représente l'immense majorité des cas de traitement d'infractions routières au niveau judiciaire, c'est-à-dire essentiellement les délits et les contraventions de 5e classe, c'est-à-dire grands excès de vitesse et même alcoolémie à taux faible. Prééminence du parquet, qui devient un quasi-juge, parce que c'est lui qui va déterminer les peines, et le juge, lui, n'est que le contrôleur. Il valide ou ne valide pas, il homologue ou n'homologue pas les peines fixées par le procureur de la République. Et il homologue à chaque fois le juge, parce que l'intérêt de ces traitements judiciaires accélérés, c'est justement de faire de l'abattage industriel. Et si le juge n'homologue pas, eh bien il renvoie le dossier dans son tribunal. Et malheureusement, on perd du temps. Et du temps, on n'en a plus, de l'argent, on n'en a plus, des greffiers, il n'y en a plus non plus. Il faut faire autrement. Et donc, le juge homologue quasiment à chaque fois. Et la non-validation des peines proposées par le parquet est très très marginale. Donc c'est le procureur qui va décider des peines. Je rappelle que le procureur de la République, ce n'est pas son rôle. Je rappelle également que le procureur de la République n'est pas un magistrat indépendant et que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à de multiples reprises pour cela. Et que, au lieu d'avoir un magistrat du parquet qui devrait devenir indépendant, il reste soumis à l'autorité de l'exécutif, du garde des Sceaux, et au lieu de le ramener à sa juste place, on lui donne la prééminence dans le traitement des affaires judiciaires, et c'est un véritable scandale au regard des droits de l'homme et des droits de la défense. En somme, on en est revenu au tribunal des flagrants délires avec Claude Villers, Louis Rego et Pierre Desproges, où on entendait quelque chose comme ça, monsieur le procureur, je vous fais juge. C'est exactement ça, l'humour en moins. Effectivement. Et donc, nous préconisons deux choses. Rendre le procureur véritablement indépendant, et deuxièmement, on n'a pas le temps malheureusement, mais de former mieux les agents de police judiciaire, car ces procédures-là sont faites dans le cadre du traitement en temps réel. La personne est verbalisée, contrôlée, peut-être placée en garde à vue. L'officier de police judiciaire en avise le procureur qui doit prendre une décision très très rapidement, trop rapidement, et le procureur de la République délègue ses pouvoirs souvent aux délégués du procureur de la République, qui ne sont pas des juges professionnels, qui ne sont pas formés très bien pour cela, pas toujours, et les officiers de police judiciaire délèguent leurs pouvoirs aux agents de police judiciaire, dont la formation laisse parfois à désirer. Ça, ce sont les grands problèmes du traitement judiciaire. Il y a aussi un traitement administratif des infractions. Voilà, c'est absolument désastreux. Le traitement administratif prend deux volets parallèles. Le premier, c'est la suspension préfectorale. Lorsqu'il y a une infraction constatée, le permis est retenu immédiatement, puis le préfet a le droit, le pouvoir, de prendre une mesure de suspension qui va de 15 jours à 6 mois. Il n'y a quasiment aucune voie de recours effective possible. Vous êtes présumé innocent. Votre permis est pris jusqu'à une durée qui peut aller jusqu'à 6 mois. En cas d'accident de la route avec circonstances aggravantes comme de l'alcool et stupéfiants. Et donc quand on le dit comme ça, on a l'impression que la personne qui commet cet acte est un fou furieux. Mais on rappelle la présomption d'innocence, on rappelle qu'on ne connaît pas le dossier et qu'il y a parfois des vérités qui ne sont pas celles que l'on croit être à la base. Mais pourtant, le préfet peut suspendre pendant 1 an le permis de conduire, sans quasiment aucune voie de recours. Car la seule voie de recours, c'est de contester auprès du tribunal administratif. Vous pouvez faire en urgence, une procédure de référé, mais il y a 3 conditions à remplir, dont une est la non-dangerosité du délinquant présumé. Et évidemment, comme on lui reproche soit la vitesse, soit l'alcoolémie, soit les stupéfiants, soit d'être auteur de l'accident, il est forcément dangereux, ou présumé tel. Donc cette condition de non-dangerosité n'est jamais remplie et vous ne pouvez jamais contester en urgence. Donc à chaque fois, quasiment, la suspension préfectorale va s'appliquer jusqu'à son terme. Et ensuite, l'autre volet administratif de traitement des infractions, c'est le retrait de points et la mesure d'invalidation du permis de conduire.
Les retraits de points sont envoyés en lettres simples. Encore une fois, il y a de gros problèmes de traitement postal. C'est assez dantesque et faramineux, ces problèmes-là. Vous n'êtes pas obligé de mettre à jour l'adresse de votre permis de conduire. Combien de personnes déménagent sans avoir l'adresse mise à jour? Et les retraits de points envoyés en lettres simples ne sont jamais reçus. Et un beau jour, on se réveille avec une lettre d'invalidation qu'on reçoit ou qu'on ne reçoit pas. Normalement, c'est par courrier recommandé avec accusé de réception. Et là, les voies de recours sont de plus en plus complexes. Un seul exemple, parce que je termine, M. Magdelaine. Au mois d'août dernier, a été rédigé et rendu un décret du 15 août 2013, alors que pourtant le gouvernement en place avait, c'était une promesse, recentré son pouvoir notamment sur les fonctions régaliennes comme la police, la justice et l'éducation nationale. Et la justice, on demande plus de moyens. Il en faut, parce qu'il en manque. Et au lieu de pallier à ça, on a un autre palliatif, donc, qui consiste à supprimer la voie de l'appel. Donc pour tout ce qui est recours administratif en matière de permis de conduire, en matière de permis à points, eh bien le droit d'appel est purement et simplement supprimé. Et aujourd'hui, si vous faites un recours auprès du tribunal administratif et que le jugement ne vous convient pas, vous n'avez plus le droit d'appel, vous pouvez, ce n'est pas moi, toujours contester, mais auprès du Conseil d'État. Et pour ça, il faut saisir un avocat au Conseil d'État. Beaucoup plus cher que moi, vraiment. Oui. Beaucoup moins proche que moi de ses clients, je pense, car il est dans des hautes sphères intellectuelles, juridiques très très élevées. Donc moi je suis très terre à terre et pragmatique. Je ne pense pas que ça l'amuse beaucoup, parce que c'est pour lui quelque chose qui est presque vulgaire de faire du permis de conduire. Et s'agissant en principe donc d'un contentieux de masse, nous, pauvres petits avocats, petites structures, on essaye de se battre et de s'organiser, mais on ne traite pas la masse comme le fait l'administration. Et je ne suis même pas sûr qu'un avocat au Conseil d'État ait envie de traiter, et surtout ait les moyens de traiter de tels cas. Et donc c'est absolument pas approprié. Donc on a, auprès de l'Automobile Club des avocats, saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'un recours en dénonçant la suppression du principe du double degré de juridiction. Et donc ça, nous sommes dans l'attente de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, mais c'est un symbole absolument prodigieux de ce que l'automobiliste justiciable voit les portes des voies de recours se fermer les unes après les autres, et les droits de la défense, les libertés publiques, les droits de l'homme, on voit, sont de plus en plus mis au pilon, et c'est absolument insupportable. Range ta voiture au garage et tais-toi. Exactement ça.